Bonjour et merci de votre fidélité aujourd'hui dans Agir pour l'environnement. Eh bien, nous allons, et puis Agir pour l'environnement, hein, faut-il le rappeler, la seule émission de l'océan Indien hebdomadaire entièrement consacrée à la préservation et à la protection de l'environnement de Mayotte. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux questions de l'eau et plus particulièrement à la politique de la gestion de l'eau, comment on l'établit, qui pour l'établir. Et on va parler de ce nouvel outil qui s'appelle l'Office de l'eau. Agir pour l'environnement au quotidien, eh bien oui, moi j'y crois. À Mayotte, la planification stratégique autour de l'eau est largement perfectible, on se le sait tous, on se l'est tous dit. Eh bien, on va en parler ce matin au travers de l'Office de l'eau avec Yves Cochet, qui est l'expert de la préfecture autour des questions de l'eau, et puis également avec Mohamed Issouf, qui est le directeur de l'Office de l'eau de Mayotte. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Anne. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous ce matin. Alors l'Office de l'eau, on en entend parler depuis quelques temps maintenant, mais qu'est-ce que c'est, Mohamed? Alors, l'Office de l'eau, ce sont des établissements publics. En fait, le législateur a voulu que dans les Outre-mer, il y ait des offices de l'eau, alors qu'à Métropole, on a les agences de l'eau. Mais c'est la même chose. Pas totalement. C'est un peu la même idée, mais ce n'est pas la même chose. D'accord. Les agences de l'eau sont rattachées donc, à l'État, alors que pour les offices de l'eau sont rattachés au niveau local, donc c'est rattaché au conseil départemental. Et dans ces missions aussi, voilà, c'est des missions bien établies dans le code de l'environnement, notamment sur les questions de connaissances, la question de formation, la question d'accompagnement des collectivités, et puis un peu de coopération régionale. Donc c'est quand même bien cadré. Et on n'y fait pas n'importe quoi. Et on n'y fait pas n'importe quoi. Alors pourquoi, Yves Cochet, on n'avait pas jusqu'à présent à Mayotte d'office de l'eau? Parce que c'est effectivement tout récent, alors que c'est un outil qui existe maintenant depuis quelques temps dans les Outre-mer et puis aussi en métropole à travers les agences de l'eau. Je pense que le département de Mayotte est relativement récent, même si on dit Oui. 2011, on a l'impression que c'est déjà très loin, mais en termes d'institutions, c'est quand même relativement récent. Et du coup, lorsqu'il n'y avait pas un département, il n'y avait pas d'office de l'eau, et l'office de l'eau est rattaché à la création du département. Donc ça a mis un peu de temps, parce que je pense qu'avant de créer l'office de l'eau, on avait peut-être d'autres choses à faire dans les domaines de l'eau, de l'environnement ici à Mayotte. Bien sûr. Et du coup, on a pris un petit peu de temps pour le bâtir, pour trouver la maquette, trouver voilà, la collaboration avec le département également là-dessus. Mais c'est vrai qu'on était déjà entouré de tous les autres DOM qui, eux, avaient un office de l'eau. Donc il était effectivement temps maintenant que Mayotte également se dote de cet outil. Alors justement, quel va être le rôle, messieurs, un peu plus précis de notre outil à nous? Parce qu'il y a le Code de l'environnement qui donne un cadre, mais enfin, à partir du cadre, on se l'approprie quand même. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a le cadre. Et puis, nous, on a aussi nos particularités. Par exemple, il faut savoir qu'à Mayotte, on a un seul syndicat qui s'occupe de l'eau. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. C'est pas le cas dans les autres territoires? C'est pas toujours le cas. C'est un peu le cas maintenant en Guadeloupe où voilà, il y a un syndicat. On a regroupé un peu l'ensemble des opérateurs parce que ça fonctionnait vraiment pas bien du tout. Et du coup, pour donner une nouvelle dynamique, on a regroupé, mais c'est assez récent. Et il faut savoir, du coup, ça peut questionner de comment on va positionner l'Office de l'eau, parce que dans les autres territoires où il y a plusieurs opérateurs, l'Office de l'eau joue aussi un rôle d'investissement pour équilibrer donc la politique de l'eau dans l'ensemble du département de la région de Drôme. Et à Mayotte, du coup, on aura peu ce rôle-là, puisqu'on a un syndicat donc, qui va s'occuper de l'eau potable, de l'assainissement, et forcément, l'Office de l'eau va se positionner de manière un peu différente, avec une implication plus appuyée sur le grand cycle de l'eau sur le territoire. C'est-à-dire la protection de la ressource. La protection des milieux aquatiques, la protection de la ressource. Et puis un sujet important, c'est aussi le fait qu'on a besoin à Mayotte d'avoir une bonne visibilité de la situation, que ce soit la situation hydrique ou la situation en termes de qualité ou de quantité des masses d'eau. Et donc là aussi, nous devons positionner l'Office pour qu'il soit opérationnel et qu'il puisse être l'observatoire qui donne les éléments factuels aux décideurs pour prendre les bonnes décisions pour l'avenir
du territoire en termes de gestion de l'eau. Mais alors, quelle complémentarité justement entre l'Office de l'eau et le syndicat des eaux qui s'appelle maintenant le LEMA? Parce qu'on peut se marcher sur les pieds quand même un peu. Moi, je ne pense pas. Tout d'abord, rappelons que c'est une bonne chose d'avoir un syndicat unique de l'eau. Moi, je le Oui. dis régulièrement, c'est une chance pour un département Oui. comme Mayotte, qui a un petit territoire géographique, de n'avoir qu'un opérateur de l'eau et de l'assainissement. Donc, félicitons-nous. Et effectivement, ça donne un interlocuteur unique pour l'Office de l'eau. Mais alors, pourquoi c'est une bonne chose? On reviendra sur l'Office de l'eau, mais pourquoi c'est une bonne chose? Parce qu'on pourrait se dire, finalement, on a tellement de problèmes d'eau potable déjà, pourquoi on vient en plus rajouter au syndicat des eaux la question de l'assainissement? Parce que c'est deux métiers différents tout de même. Pas totalement deux métiers différents. Ouais. De quelque part, la facture aujourd'hui, les abonnés qui C'est reçoivent une vrai. facture, ils ont bien l'eau et l'assainissement sur la même facture. C'est vrai, vous avez Donc ça raison. montre bien une proximité entre les deux. Et puis, quelque part, les eaux usées, c'est quand même les eaux potables qu'on a consommées. C'est vrai aussi. Donc, on peut faire des liens, l'abonné est le même, globalement le même. Il y a quand même le fil de l'eau entre l'eau potable qu'on consomme et qu'on rejette et qu'on doit traiter. Bien sûr. Donc il y a quand même des proximités entre les deux services. Et avoir un service départemental, moi je l'ai vécu en hexagone Bien pour avoir sûr. été DG d'un service d'eau, permet quand même d'avoir des moyens dont ne disposent pas des petites structures en eau et en assainissement. Et c'est peut-être aussi une difficulté en hexagone, mais aussi dans les outre-mer, dans les départements d'outre-mer. Quand vous êtes trop petit, il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à faire parce que vous n'avez pas la masse critique pour le faire. Donc avoir un syndicat départemental de l'eau, c'est un opérateur du coup en investissement par exemple qui est extrêmement puissant. Le LEMA aujourd'hui est capable d'investir des centaines de millions Oui. d'investissements. Une petite structure aurait beaucoup plus de difficultés à le faire. Donc pour moi, il y a une bonne chose, c'est une bonne chose d'avoir un syndicat d'eau. Et il n'y a pas de compétition en fait entre un office de l'eau qui n'est pas là pour investir. Hein. L'investisseur restera dans tous les cas Le syndicat des eaux. mais l'office de l'eau va apporter un éclairage sur l'eau qu'on n'avait pas avant. Donc on va approfondir des questions d'éclairage de l'environnement, de la connaissance notamment, qui sont un peu réparties dans différentes directions, notamment de l'État. Et l'Office de l'eau a vocation à consolider les données et à renforcer la capacité à savoir de quelles ressources on dispose dans ce territoire, comment elles sont exploitées, quel est l'avenir de ces ressources en eau sur le moyen et le long terme. Alors justement, comment il va faire ça, l'Office de l'eau? Parce que, vous l'avez dit, il y a les services de l'État, mais il y a aussi le Conseil départemental qui a une mission de planification stratégique de la politique environnementale du département. La qualité des eaux en dépend. Il y a aussi le Comité de l'eau et de la biodiversité. Il y a plusieurs entités qui, chacune de leur côté, ont un rôle quand même important à jouer. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est là où l'Office doit justement prendre sa place. Quand je parlais tout à l'heure de positionnement, c'est justement bien se positionner par rapport aux acteurs déjà existants. Et une disons, des schémas ou des plans qui doit guider l'Office de l'eau, c'est le SDAGE, donc le schéma départemental de... Alors qui va le réaliser, le SDAGE? Parce que jusqu'à présent, c'était le syndicat des eaux. Ah non, non. Alors, le SDAGE, c'est la DIAL. C'est la DIAL qui le porte via le CEB, le Comité de l'eau et de la biodiversité. Et en fait, l'Office de l'eau doit être un peu le bras armé pour participer à ce qu'on atteigne les objectifs qui sont décrits, qui sont dans le SDAGE. Ça va être vraiment notre C'est de faire en sorte que le SDAGE soit déployé, en gros. Oui, soit déployé, soit opérationnel et qu'on ait des résultats. Parce qu'il faut dire que jusqu'à maintenant, quand on fait les évaluations successives, on verra le prochain qui va être fait, mais on se rend compte qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, notamment en termes de la qualité des masses d'eau. Et donc, il y a besoin à ce qu'on puisse travailler dessus. Il y a un opérateur qui déploie, qui est opérationnel sur ces sujets-là, bien sûr en collaboration à la fois avec le conseil départemental qui est propriétaire du DPF, mais il faut... Du quoi du domaine public fluvial. Mais il ne faut pas oublier non plus les intercommunalités qui ont la compétence GEMAPI. Et donc, il y a un travail à faire avec l'ensemble des acteurs. L'avantage, c'est que l'Office de l'eau, c'est aussi au niveau de son administration. Les membres de l'Office de l'eau sont issus du CEB. Donc le CEB, c'est le Comité de l'eau et de la biodiversité. Le Comité de l'eau et de la biodiversité. Et donc, censé avoir quand même une vision assez bonne de ce qui se passe au niveau de l'eau et de la biodiversité sur le territoire. Et il y a une bonne représentation, vu qu'en fait, on est à 18 membres, plus le président du conseil départemental qui est président de l'Office de l'eau. Et il y a une bonne représentation des intercommunalités qui sont bien représentées. Le département qui est présent avec pratiquement 4 membres,
Et puis, il y a les services de l'État aussi qui sont présents. Donc, ça fait aussi une plateforme d'échange qui est quand même assez intéressant. Mais il n'y a pas de risque que ce soit une couche supplémentaire dans le millefeuille administratif, parce qu'on en souffre parfois de ce millefeuille administratif. On peut l'imaginer, hein, vous savez qu'il y a des réflexions en permanence, y compris en ce moment dans la sphère État, sur les sphères, sur les strates administratives, Oui. aussi bien dans le bloc communal que sur des établissements publics de l'État. Je pense que si un établissement trouve sa place, trouve sa justification, il n'y a pas de débat en fait. Et je pense que rajouter un acteur de l'eau permet de parler de l'eau. On en parle souvent négativement dans Bien le sûr. département parce qu'on a un certain nombre de difficultés. Bien sûr. Mais parler de l'eau, c'est aussi agir pour l'eau. Et je pense que rajouter un acteur de l'eau, si on arrive effectivement à trouver cette bonne coordination, Il y a de la place. il y a de la place pour ça. Parce qu'il y a du travail. Parce qu'il y a du travail. Et voilà, il faut continuer à parler de l'eau, des enjeux de l'eau d'aujourd'hui, de demain, pour améliorer la situation de l'eau potable. On le connaît tous avec les tours d'eau. Améliorer la situation de l'assainissement. On le déplore sur la qualité de nos cours d'eau, de la mangrove, du lagon, qui est dégradée, qui se dégradera encore si on ne fait rien. Donc rajouter un acteur de l'eau, ça a cette vision-là, cette vocation-là, c'est de parler de l'eau et agir encore plus fort. On est donc agir pour l'environnement, donc c'est agir encore plus fort pour l'eau, avec un acteur qui sera dédié à ça. Autre question, vous êtes un outil récent, enfin ça fait quelques mois. Alors évidemment, vous êtes super qualifié sur le dossier et vous savez parfaitement comment tout ça doit fonctionner, mais c'est quoi les premières priorités qui sont les vôtres, vos premières missions? En fait, vous commencez à prendre le bébé par quel bout? Oui, c'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses à faire. Alors, on serait tenté à vouloir aller un peu partout, mais en fait... Et à s'éparpiller, bien sûr. Assez éparpillé. Oui. Mais en fait, on a deux objectifs principaux. Le premier, c'est structurer l'établissement. Et il faut que l'établissement soit bien structuré, bien implanté, bien établi pour qu'on puisse engager nos actions. Notamment, la question financière va se poser. Comment pérenniser les financements de l'Office de l'eau. Donc ça, c'est un premier objectif. Le deuxième, c'est qu'il faut déjà qu'on essaie de trouver des solutions sur ce qui est le plus problématique aujourd'hui, c'est la question de la ressource. Mais quand vous dites trouver des solutions, parce que l'État a son plan eau, il y a l'usine d'Ironibé, il y a la 3e retenue collinaire, il y a des campagnes de forage menées de manière régulière qui permettent d'augmenter de manière quand même assez significative le volume d'eau potable disponible dans les prochaines années. Tout à fait, et c'est très bien, mais c'est des actions qui sont menées par l'État et par le LEMA pour répondre à cette problématique de crise de l'eau. L'Office de l'eau, là, les premières actions qu'on va mener, nous, ça va être un peu plus... On va sortir un peu de cette partie-là, un peu l'urgence, et réfléchir sur comment augmenter les ressources. Sur 2040, en fait. Voilà, c'est pour aller sur horizon 2040-2050. Okay. Et comment augmenter les ressources. On va se dire, bon, si tout fonctionne bien, on a les unités de dessalement, 10 000 mètres cubes, voire un peu plus, qui arrivent. On a la retenue qui va être là. On va avoir la capacité de production pour répondre aux besoins. Mais imaginons une année comme 2023. Ah oui? Voilà. Donc il faut réfléchir à comment on peut agir, comment on peut diversifier nos ressources, comment on peut avoir des outils pour y répondre. Quand il y a, par exemple, on a vu avec le cyclone Chido, avec problème d'électricité, tout était à plat. Il faut essayer d'envisager ça. Oui, les usines étaient à plat aussi. Oui, bien sûr, pas forcément. D'électricité, pas de production d'eau. Ah oui. Et donc il y a tout un tas de choses à réfléchir. Et le rôle de l'Office de l'eau aussi, c'est d'engager les études, avoir accès aux experts, qui nous permet d'avoir une visibilité sur ce qui est faisable sur notre territoire pour y répondre. Je reviens sur le LEMA, qui est l'investisseur, qui choisit l'investissement avec ses opérateurs qui vont l'aider à trouver les bons investissements, mais qui est quelque part un usager de l'eau, parmi d'autres usagers de l'eau, l'agriculture, l'industrie. Voilà. C'est un usager de l'eau. L'Office de l'eau n'est pas un usager de l'eau. Il est un gestionnaire de la ressource commune, du bien commun, qui est l'eau. Et du coup, il est garant de sa pérennité dans le temps long. Parce qu'on pourrait penser, même si l'EMA, il ne va pas le penser comme ça, mais en tant qu'usager, on dit c'est quoi mon intérêt? J'ai besoin d'eau pour mes abonnés, donc je prends de l'eau et je donne à mes abonnés. La place de l'Office de l'eau, c'est dire attention, on a une ressource en eau qui est limitée à Mayotte, Bien sûr. On doit la partager, on doit se projeter sur le temps long, voire très long. Et du coup, cette gestion du temps long et très long, le fait d'avoir un Office de l'eau est plutôt porteur. Les syndicats d'eau et les exploitants, c'est encore plus vrai, ils sont sur le court terme. Il n'y a pas d'eau aujourd'hui, comment je réponds demain? Oui. Il y a une coupure d'eau aujourd'hui. Voilà, je la répare. Oui, j'envoie mon communiqué pour dire que tu n'auras pas d'eau avant demain matin, puis voilà. Ouais. Et du coup, l'Office de l'eau doit aussi permettre de prendre ce recul, cette distance, pour qu'on ait une trajectoire commune de l'ensemble des usages de l'eau
qui soit celle qui est nécessaire et utile à ce département. Mais alors, du coup, vous pouvez être amené à dire aux autres, ceux du temps court, qu'ils sont en train de se tromper. Non, en fait, on ne leur dit pas qu'ils sont en train de se tromper. L'idée, c'est de pouvoir donner des données et donner de la matière à ce qu'on facilite la prise de décision. Ce n'est pas de juger la politique de telle ou telle administration ou service. C'est vraiment de valoriser le data pour qu'on sache, ils savent où est-ce qu'ils vont. Mohamed Issouf, on sait bien qu'à Mayotte, la question de la donnée, c'est un problème, qu'on a toujours du mal à la voir, à la construire. Et puis surtout, quand on l'a construit une fois, ça a été un tel calvaire que la reproduire une deuxième fois, c'est compliqué. Comment vous allez faire? Vous allez vous asseoir sur quoi comme ressources pour arriver à construire des trajectoires prévisionnelles fiables et dans la durée? Parce que ça a fait rêver tout le monde. Hein. Et Yves disait tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs détenteurs de données, de data, déjà sur le territoire. Il y a l'ADL, par exemple, qui a des données sur les débits des cours d'eau, oui. sur la qualité. Il y a l'ARS qui a des données aussi sur la qualité, par exemple, au niveau des baignades, des eaux de baignade. Mais souvent, c'est les pollutions qu'ils constatent, c'est des pollutions qui viennent qui sont issues soit de la politique GEMAPI, des eaux pluviales ou des cours d'eau, donc qui ramènent ces pollutions au niveau des eaux de baignade. Il y a aussi le BRGM qui a des données, Bien notamment sûr. sur les forages. Il y a Bien Météo sûr. France qui a des données sur l'aspect climatique. Donc en fait, il y a déjà Beaucoup un de certain nombre de choses. données qui existent. Ouais. Mais là, il faut centraliser, harmoniser tout ça, consolider, comme l'a dit Yves, pour donner tableau de bord précis. Et le rôle de l'Office, ça sera aussi de compléter là où il y a besoin, de venir renforcer les outils d'acquisition de données pour justement on ait encore plus de données à valoriser. Oui, sur la question de la donnée, effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui existent dans les services de l'État, du LEMA, du BRGM. Enfin, voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Chacun les utilise dans la sphère qui est la sienne. Bien sûr. Et l'intérêt de l'Office de l'eau, c'est de les regrouper et c'est d'en faire un deuxième usage. Et un usage de communication, mais aussi un usage de gestion stratégique de la ressource en eau. Et ça, un opérateur, il dit, moi j'ai besoin de cette donnée pour faire ça. Voilà, je m'arrête là, une fois que j'ai utilisé ma donnée, je la range et j'attends le coup d'après. L'intérêt de l'Office de l'eau, c'est de dire, moi je ne suis pas dans l'opérationnel de la donnée, je vais en faire autre chose. Un regard supra, une mise en cohérence de l'ensemble des données et produire autre chose avec cette donnée. Mais alors, justement, la production de cette donnée, cette analyse et le fait de monter d'un niveau, voire de consolider plusieurs sources, ça peut vous amener à jeter des pavés dans la mare pour rester dans la, dans la dynamique de l'eau. Vous pouvez être amené à dire, bon, ben, les gars, la qualité de l'eau des rivières de telle zone est mauvaise. Peut-être aborder la question des pollutions aussi de l'eau. Ça, les gens, vous n'allez pas tellement les faire rire. Non, mais c'est le rôle de l'Office. C'est le rôle aussi parce qu'en fait l'Office n'a pas que on a aussi un rôle de redevance sur les pollutions de milieu aquatique. Donc ça veut dire qu'on doit le suivre, on doit le mesurer, mais on récolte c'est le système de pollueur pair. Donc quand tu pollues les masses d'eau, il faut payer pour qu'on puisse justement agir. Vous allez faire payer les agriculteurs clandestins en forêt parce qu'ils utilisent du diméthoate pour faire pousser des tomates qui ne sont pas bonnes pour la santé? Alors, les agriculteurs clandestins, non, mais dans les redevances de l'Office de l'eau, par exemple, il y a la redevance sur les pollutions diffuses qui inclut des redevances sur la vente de produits phytosanitaires. Donc c'est une manière de récupérer du coup de la ressource qu'on va derrière réinvestir pour améliorer la qualité du milieu. Mais si par exemple... Oui, pardon Yves. Oui, l'Office de l'eau n'est pas un service de police. La police reste dans la sphère de l'État. Oui. Et donc les missions de police, c'est celle qu'on abordera peut-être dans une autre émission, les polices de l'environnement qui relèvent de l'État et de ses établissements publics. Donc l'Office de l'eau, ce n'est pas un policier. Par contre, effectivement, il a un rôle incitatif. C'est un peu on a parlé tout à l'heure rapidement des agences de l'eau en hexagone. Je collecte des sous auprès de tous les usagers, notamment des pollueurs qui sont là aujourd'hui. Et j'ai une action vertueuse en redonnant ces sous pour les actions qui ont une visée favorable sur la reconquête de la qualité de l'eau. Et ça va se passer ici comme ça aussi?
Oui, c'est le même principe. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, dans les études et les analyses que vous faites, vous détectez malheureusement qu'une rivière ou une zone, un territoire est contaminé, enfin, que l'eau est en tout cas est polluée, vous allez pouvoir attribuer des moyens à l'interco du coin ou au conseil départemental pour aller effectivement nettoyer, Oui, remettre en état. oui, en fait, le champ d'action de l'Office est assez, n'est pas complètement fermé. C'est-à-dire qu'on peut juger que ce qui impacte énormément le milieu, c'est par exemple le manque d'assainissement dans un bassin versant qui fait qu'on a beaucoup de pollution sur les cours d'eau. Bon, on peut agir en essayant d'avoir des dispositifs qui permettent d'améliorer l'assainissement dans ces zones-là. Donc c'est un exemple de comment on peut agir. Pour répondre à ces problématiques de pollution. Donc c'est de venir vraiment en soutien. Ça peut être directement au profit de la population, Alors, des habitants, comme des collectivités. Autre question sur un tout autre sujet, pour pas être que sur le négatif, par exemple, parce que c'est vrai que les pollutions, c'est pas fun. Oui. Il va y avoir le recensement qui va être fait de manière, on va dire, généralisée, une remise à niveau des compteurs en 2027. On aura des résultats, voilà. Bon, formidable. Là, il va tout de suite se poser une énorme question. Vous parliez de prévision à 2040 ou 2050. On va bien se rendre compte là qu'il va falloir œuvrer, puisqu'on aura des chiffres qui vont être détonnants avec, si le travail est fait correctement, avec la situation actuelle, qui vont peut-être révéler de futures fragilités dans les années à venir, Yves. Oui, c'est déjà le cas aujourd'hui, même si ce n'est pas mesuré évidemment à travers les enquêtes INSEE, mais on sait déjà qu'il y a une partie significative de la population qui n'a pas accès à l'eau à la maison. Ça c'est clair, c'est tout le monde. L'accès à l'eau à cause des tours d'eau, mais l'accès à l'eau tout court. Oui. C'est-à-dire que je n'ai même pas de compteur à la maison, c'est-à-dire que je n'ai pas d'eau à la maison et l'eau, elle est soit c'est chez un voisin qui m'en vend ou qui m'en donne, soit sur les fontaines à eau, soit sur les rampes d'eau quand il y a des rampes d'eau qui sont en fonctionnement. Donc on sait déjà qu'il y a une partie de la population. Son nombre, effectivement, on le saura un peu plus précisément après le recensement de l'INSEE. Et on se dira déjà aujourd'hui comment on fait pour cette population et demain comment on aura aussi à faire face aux besoins en eau de l'intégralité de la population. Donc tout ça, ça va être votre quotidien. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment cet aspect, même si on ne connaît pas, le nombre exact oui. des habitants, mais on sait déjà que l'évolution même actuelle constatée est très forte quand même. Oui. On estime à 2500 mètres cubes jour par an. En termes de croissance, c'est quand même beaucoup. Quand on sait qu'Ironibé, c'est 10 000 mètres cubes, on se rend bien compte que dans 4 ans, elle aura juste absorbé la montée en puissance avec l'effectif à Mayotte actuel. Totalement. Donc si on prend juste les données actuelles, on sait qu'on a un défi sur ça. On connaît les dynamiques de population qu'il y a à Mayotte. Malgré tout, les territoires, je pense avec tous les annonces qu'on a vues avec le plan de refondation Mayotte, donc il y aura probablement aussi un intérêt particulier pour ce territoire, pour des gens qui cherchent une meilleure vie. Et donc il faut prendre ça en compte. Sachant que, comme Yves le disait, il y a peut-être 15 à 30%, moi les estimations, ça varie un peu, d'habitants qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui ne sont pas abonnés. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les oublier parce qu'il y a des conséquences assez importantes sur la santé environnementale, oui. mais aussi sur la santé humaine, parce que les problématiques de diarrhée aiguë, le choléra, ça coûte aussi beaucoup. La typhoïde, etc. Oui. Donc, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est quelque chose qu'on doit aussi y penser dans notre manière de développer les actions sur l'eau sur le territoire. Et à l'Office de l'eau, on va y penser sérieusement. L'accès à l'eau doit être une priorité aussi pour nous. Moi, je voulais compléter un peu sur la place de l'eau dans l'aménagement du territoire. Pas d'aménagement du territoire sans eau. Vous ne créez pas un lotissement, vous ne créez pas une activité économique sans eau. On est quand même dans une logique de construction permanente de l'île et de reconstruction de l'île post-Chido avec des besoins qui vont être importants devant nous. Et donc la place de l'eau potable, de l'assainissement dans toute cette politique d'aménagement, elle va être là, elle est déjà là, elle va être là encore de manière plus forte. Bien sûr. Et l'Office de l'eau a aussi vocation, pas le seul, mais il a aussi vocation aux grands aménageurs de leur dire attention, la ressource en eau, c'est pas open bar, on ne pourra pas faire absolument tout ce qu'on veut en matière d'eau. Il faudrait être
économe en eau, donc trouver des moyens constructifs, récupérer les eaux pluviales, donc aussi être incitateur, non pas que pour les abonnés pour faire des efforts, mais aussi en termes d'aménagement. Comment on fait les aménagements demain qui vont préserver la ressource en eau en quantité et en qualité. Mais alors ça veut dire aussi que peut-être vous allez pouvoir conduire des réflexions, comme l'ont eu d'autres territoires, sur est-il nécessaire d'avoir de l'eau potable pour tous les usages ? Il y a peut-être des usages du quotidien, je pense aux activités économiques, au BTP ou des choses comme ça. Il n'y a pas besoin d'eau du robinet aussi, avec une telle qualité qui coûte aussi cher à produire que pour certains usages, non ? C'est exactement ça. En fait, on est en plein dedans. C'est-à-dire, quand on parlait de mix en fait, sur l'eau, oui. Une des hypothèses, savoir déjà quels sont les besoins de chaque filière. Donc les industriels et le monde agricole, l'eau potable, il faut connaître les besoins, il faut connaître la ressource qu'il y a et voir comment ça se partage toute cette ressource. Il y a le questionnement qu'on fait, parce qu'on va lancer dans très peu de temps, je pense d'ici le mois de septembre, on va lancer une étude sur la mobilisation des zones conventionnelles. On met dedans la réutilisation des eaux usées, plein d'autres ressources. Donc la question va se poser aussi. Si par exemple on fait de la réhute, c'est à destination de quel usage pour pallier à quoi. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose et on va se poser à l'avenir. Je pense que c'est exactement ça. Il faut vraiment, quand Yves parlait de partager la ressource sur tout le monde, mais là, il ne faut pas oublier la nature aussi, parce que accessoirement, elle a aussi besoin. Donc tout à fait. Donc c'est quelque chose, oui, c'est une très bonne question et ça fait partie de nos priorités. Eh bien, écoutez, j'avais encore 1000 questions, notamment celle du financement. C'est ballot, on n'aura pas le temps de l'aborder. On reviendra. Eh bien, voilà. En tout cas, merci beaucoup allez-y. Oui, je vais juste rajouter un mot, dire que l'Office de l'eau organisera une rencontre de l'eau en fin septembre. La date précise n'est pas encore donnée. Sur se questionner justement sur notamment d'autres questions sur le modèle économique de la politique de gestion de l'eau sur le territoire. Juste rappeler qu'à Mayotte aujourd'hui, l'eau ne paie pas l'eau. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits notamment par l'État pour pallier à le manque d'infrastructures, etc. Donc il va falloir qu'on se questionne parce qu'à long terme, il faudra être autonome financièrement. Il faudra avoir la capacité d'entretenir ce réseau et puis d'avoir une bonne politique de gestion de l'eau sur le territoire. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis on se retrouve très vite dans Agir pour l'environnement avec un autre thème que l'on décortiquera pour mettre en valeur la préservation et la beauté de notre environnement. À bientôt.